Damien, salut Thibaut, que penses-tu de Kaspa qui latéralise depuis plus d'un an après de belles montées précédemment? Sans Binance et Coinbase, en as-tu en portefeuille? Alors tout ce qu'on a en portefeuille, on le partage dans le programme d'accompagnement. J'ai d'ailleurs parlé de Kaspa, j'ai fait toute une session, un peu plus de 2 heures et demie sur Kaspa. Kaspa, pour résumer le truc, c'est l'un des projets qui suit quand même assez proche la vision de Satoshi Nakamoto sur ce à quoi devrait ressembler un protocole décentralisé. Les VC, les fondateurs du projet, n'ont pas eu une allocation de portefeuille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une préallocation, même ce qu'on a eu sur Ethereum. Vitalik a eu une préallocation, la fondation a eu une préallocation. Voilà. Les seuls projets sur lesquels on a eu une croissance vraiment organique, sur lesquels il n'y a pas eu un pré-mine des tokens, il y a eu sur le Dogecoin, je crois. Donc je crois que Dogecoin, même Dogecoin en avait eu avec le dev qui a vendu relativement tôt. Mais il y a eu Bitcoin, il y a eu Monero. Et je crois qu'il y a eu Kaspa, hein. Il y en a peut-être d'autres, mais Kaspa, c'est l'un des rares qui a eu, depuis son lancement en 2022, des super performances en dollars, en Bitcoin, en Ether, qui a surperformé très largement le marché pendant très longtemps, qui a une vraie croissance organique. Alors, il ne fonctionne pas du tout sur un type de blockchain, c'est plutôt format Tangle, pour ceux qui connaissent. IOTA, c'était un peu pareil, mais là, c'est des blocks DAG. C'est un mix entre blockchain et DAG. Voilà, c'est pas vraiment un Tangle, c'est plutôt un DAG. Bon, j'en parlerai sans doute dans une prochaine vidéo. Mais moi, ce que j'aime bien chez Kaspa, c'est le côté vraiment décentralisation, le côté scalabilité éventuellement, le côté résistance à la censure et surtout le côté organique. De se dire qu'en fait, les fondateurs, pour la plupart d'entre eux, et celui d'ailleurs qui est à l'origine de Kaspa, il a été cité à plusieurs fois dans beaucoup, beaucoup de papiers de recherche qui sont utilisés aujourd'hui très largement dans l'écosystème crypto. Donc c'est clairement loin d'être un débile. D'ailleurs, pour l'équipe, c'est clairement loin d'être des débiles. Après, la seule chose que je reproche aujourd'hui à Kaspa, c'est que euh, malgré le fait que fondamentalement, c'est un projet qui est intéressant, c'est que pour l'instant, alors il y a plein de mises à jour qui vont arriver, mais pour l'instant, on ne peut pas y faire grand-chose. Sur 2025, ils sont censés ajouter les smart contracts. Ils sont censés ajouter avec Crescendo aussi, il y a toute une mise à jour sur la scalabilité pour avoir encore une meilleure scalabilité sur le projet. Ils ont lancé les KRC20, qui est pas mal, hein. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de wallet natif. J'ai déjà essayé d'acheter les KRC20 aussi, mais en fait, on est obligé d'aller sur un bot, sur Telegram pour acheter les trucs et tout. Donc, on en est vraiment qu'au tout début, mais un peu comme pour Bitcoin au départ, en fait. On n'avait pas grand-chose. Les wallets, c'était Electronum pour ceux qui étaient là au départ. On n'avait pas du tout des ledgers et tout ce qui s'ensuit. Et comme tu dis, pour l'instant, ils ne sont pas du tout listés sur des grosses plateformes d'échange comme Coinbase, Kraken et tout. Et ils ont l'intérêt, en plus, quand il y a un listing, d'en acheter. Voilà. Donc, il y a eu une correction là depuis un certain temps. Je crois que c'est depuis novembre en fait de cette année, de l'année dernière, pardon. Il y a eu une correction sur Kaspa. Je pense que ça va continuer. Je pense qu'il y a une croissance organique super importante et qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à arriver dessus parce qu'ils voient qu'aussi d'un point de vue minage, on peut miner avec des, euh, des, des, des machines de minage qu'on peut racheter chez Bitmain qui sont spécialisées sur l'algorithme de hachage pour Kaspa. C'est ultra rentable aujourd'hui de pouvoir le faire pour ceux que ça intéresse. Mais pour l'instant, ce que je reproche, c'est qu'on ne peut pas forcément faire grand-chose dans l'écosystème et que surtout, il y a une inflation importante au départ. Petit à petit, je crois que c'est 5% d'inflation en moins tous les mois. On a déjà une grosse partie, plus de 92% de la supply, 90-92% de la supply qui a déjà été mise en circulation. Après, la question, c'est de se dire, est-ce que ça sera tenable? Et pour que ce soit tenable, il faut qu'il y ait une activité on-chain qui soit importante. Pour qu'il y ait une activité on-chain qui soit importante, il faut que les gens puissent faire des choses sur cette blockchain. Pour l'instant, à part acheter du Kaspa et spéculer sur quelques KRC20 comme ce qu'on avait sur les Ordinals ou sur les ERC20 sur Ethereum, on ne pouvait pas vraiment faire grand-chose. Avec l'arrivée de Crescendo et avec l'arrivée peut-être des smart contracts, des DEX, des NFT, de tout un tas d'autres choses sur Kaspa qui devraient arriver cette année, on verra ce qui va se passer. On verra si en termes d'activité, il y a plein de choses qui se développeront et tout. Mais moi, aujourd'hui, je ne suis pas forcément à l'aise à en acheter à l'heure actuelle parce que, comme je dis tout le temps, hein, je pense qu'il va y avoir des progressions importantes sur le projet. Je pense qu'il va y avoir des belles performances encore à arriver sur ce bull run. Simplement, je ne suis pas à l'aise d'acheter un projet qui a déjà fait du 70 000% à la hausse depuis 2022. Voilà. Et je reste convaincu qu'en bear market, il y aura des corrections. Et peut-être que le point bas de la correction sera plus haute que le point auquel on a accès aujourd'hui. Hein. C'est tout à fait possible, ou peut-être pas.
Et peut-être qu'il y aura une correction très, très forte et surtout, ça me permettra de voir, ce qui a été fait ou non. Est-ce que ça sera tenable? Est-ce que, bah, du coup, si on a une inflation qui est beaucoup plus faible, est-ce que les mineurs seront toujours là, pour valider le réseau si l'activité on-chain reste relativement faible? Voilà, tout ça, ça joue, en fait. Et c'est un peu la même question qu'on avait avec Bitcoin, hein. Bitcoin, donc c'est capé à 21 millions. Tous les 4 ans, on a une division par 2 de l'offre mise en circulation avec les épisodes de halving. La question qui se posait, c'est de se dire, OK, est-ce qu'à un moment donné, quand il n'y aura plus de nouveaux bitcoins qui pourront être émis en circulation via le halving ou via l'émission de nouveaux coins, est-ce que la partie Lightning Network ou la partie frais sera nécessaire et suffisante pour maintenir une sécurité du réseau? Moi, je pense que oui, et surtout, ça se fait pas immédiatement. C'est-à-dire que les épisodes de halving, ça se fait tous les 4 ans. Le réseau, il a le temps de maturer et de s'habituer au fur et à mesure, d'épurer, de faire sortir tous les mineurs qui sont pas rentables pour laisser faire rentrer tous ceux qui sont de nouveau rentables, ceux qui ont pu racheter des nouveaux matériels, etc. Puis surtout, quand il y a des mineurs qui partent, on baisse la difficulté de minage et ceux qui restent, bah, du coup, deviennent plus rentables. Après, si ça devient plus rentable et que la difficulté de minage baisse, bah, ça peut peut-être inciter des nouveaux acteurs à rentrer, donc de re-augmenter la difficulté de minage. Tout ça, c'est très organique. Mais c'est aussi une réflexion qu'il y avait pour toute la communauté sur Monero. Monero, ils ont ajouté ce qu'on appelle une tail emission, une émission régulière, je crois que c'est de 0,3 ou 0,4 XMR par bloc, mais de manière infinie. C'est-à-dire que sur Bitcoin, dès qu'on a les 21 millions qui sont en circulation, il n'y aura plus de nouveaux Bitcoin. En tout cas, c'est censé être capé à 21 millions. Pour Monero, par exemple, on en a 0,4. 0,4 tous les blocs, peu importe qu'on ait eu une division et une baisse de l'inflation au fur et à mesure du temps. Parce qu'ils considèrent que c'est important pour d'avoir une inflation qui soit quand même assez régulière pour maintenir une certaine intégrité, une certaine sécurité du réseau. Donc, tu vois, pour moi, il y a plein de choses super intéressantes qui sont en train de se passer sur Kaspa en ce moment. Super grosse communauté qui se rapproche beaucoup des fondements du Bitcoin. Il y a très peu de projets qui ont justement cette volonté d'être comme ça. Ils veulent ajouter des smart contracts, des DEX et tout. Bon, ça c'est génial. Et après, c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est-à-dire pourquoi on irait sur Kaspa et pourquoi on n'irait pas sur d'autres types de blockchain. Tu vois, moi, j'attends vraiment de voir, et c'est là où sur le papier, on peut avoir les meilleures choses, les meilleurs projets, les meilleurs trucs. Le nombre de projets qu'on a vu passer et qui se sont dit, nous aussi, on veut lancer des smart contracts, nous aussi, on veut ajouter plus de privacy, nous aussi, on va lancer un DEX, nous aussi, on va lancer des NFT, on va lancer des ordinals, des inscriptions, ce que vous voulez. Au final, pourquoi les gens iraient sur cette blockchain plutôt qu'une autre? Tu vois? Alors, on peut se poser la question et se dire, OK, parce que, bah voilà, il y a des fondements qui sont solides, parce que les fondateurs ont fait des choses que beaucoup d'autres gens n'ont peut-être pas fait, etc., etc. Mais est-ce que ça parle à monsieur et madame tout le monde, ça? Peut-être pas forcément. Donc moi, c'est un projet que je suis, que je regarde, que j'étudie, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi, je pense, qui seront amenées à se développer dans les prochaines années, les prochaines semaines. Mais il y a beaucoup de points d'interrogation. Et pour moi, aujourd'hui, le plus gros point d'interrogation, c'est de se dire, OK, ils ont choisi la volonté d'avoir une inflation qui est importante au départ, d'où la montée hyper parabolique qu'on a eu en fait depuis le départ, avec beaucoup de participants, beaucoup de personnes qui sont lancées sur le minage. D'ailleurs, c'est l'un des plus gros protocoles. Je crois que c'est le deuxième plus gros protocole proof of work qu'on a dans l'écosystème crypto hein, sur 2 ans et demi. C'est énorme. En termes de hash rate, c'est énorme. Mais c'est surtout de se dire que pour que le protocole puisse être maintenu sur le long terme, avec son intégrité, en effet, il faut qu'il y ait des mises à jour. En effet, il faut que ce soit scalable. En effet, il faut qu'il y ait plein de trucs. Et surtout, il faut qu'il y ait une activité on-chain super importante. Et moi, ça, c'est ce que j'attends de voir. J'attends de voir qu'au-delà du bull run, au-delà des performances qu'on a eues jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui sera fait? Parce que pour l'instant, ça reste des promesses. Il peut se passer plein de trucs, il peut se passer plein de bugs. Et si demain, l'activité on-chain n'est pas suffisante, il faudra se reposer des questions. Tu vois? Donc, à suivre. C'est des sujets que j'évoque dans le programme d'accompagnement. Hein. Pour ceux que ça intéresse, là, je vous fais une synthèse en quelques minutes. Hein. Mais là, j'ai fait une session de plus de 2 heures et demie la dernière fois, rien que sur Caspa. Voilà. Vous avez le lien dans la barre d'infos. Hein. Je vois qu'il y en a aussi pas mal qui disent je suis perdu en crypto, je ne sais pas par où commencer. Crypto investisseur, ça vous donnera toutes les bases pour investir en crypto, pour devenir autonome, pour prendre vos propres décisions en crypto et gérer vous-même votre propre portefeuille. On voit tout, l'analyse fondamentale, l'analyse technique, l'analyse on-chain, la sécurisation des actifs numériques, la finance décentralisée, tous les narratifs qu'on voit en ce moment. Enfin, vraiment, l'objectif, là, c'est plus de 50 heures sur la crypto. Avec ça, vous êtes autonome. Vous êtes capable de gérer votre portefeuille, de prendre vos propres décisions et de profiter de la crypto, comme je le dis dans le générique, hein, sur les 30 prochaines années. C'est un programme en plus de ça qui est tenu à jour très régulièrement. Donc, n'hésitez pas.
cliquez, vous avez le lien juste en dessous. Vous allez être redirigé vers une vidéo explicative d'une vingtaine de minutes qui vous expliquera ce que vous allez avoir à l'intérieur. Et pareil aussi pour le programme d'accompagnement. Là, en gros, le programme d'accompagnement, c'est d'aller plus loin. On va partager ce qu'on fait avec Mickaël à l'instant T. Donc, on partage ce qu'on a dans notre portefeuille, les stratégies de farming, ce qu'on a aujourd'hui, quand est-ce qu'on achète, quand est-ce qu'on vend. On ne fait pas de trading, c'est de l'investissement long terme. Mais jetez-y un coup d'œil. Voilà, c'est le fonctionnement et ce qu'on fait aujourd'hui dans l'accompagnement, c'est unique en termes de fonctionnement, en termes d'infrastructure. Vous ne retrouverez pas ça, vous retrouverez pas ça ailleurs. Et je suis convaincu que ça pourra énormément vous aider. Donc, en plus, c'est sans engagement. Vous pouvez vous inscrire un mois et vous désabonner quand vous le souhaitez. Vous avez la vidéo explicative juste en dessous pour ceux qui sont curieux. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil.